Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim. Donc le cours de Ruqya médecine, la relation, l'intersection entre la Ruqya et la médecine. Alors, ce cours est né le jour où j'ai eu une patiente qui avait un enfant handicapé. Et je lui ai dit que les enfants handicapés, ça peut venir quand la mère a de la fièvre, une forte fièvre, ça va griller le cerveau de l'enfant. Et l'enfant va naître handicapé. Et là, il n'y a rien à faire. En tout cas, ça ne relève pas de la Ruqya. Le cerveau est grillé, l'enfant va être handicapé en général physique et mental, les deux. Et on ne peut rien faire. Bon, il y a des djinns, il se peut qu'il y a des djinns. De toute façon, à partir du moment où quelqu'un est handicapé mental, il y a forcément des djinns qui vont entrer en lui. Il est aussi possible que ce soit la sorcellerie qui a provoqué cette maladie et avec ses conséquences très lourdes sur l'enfant. Mais même si c'est la sorcellerie qui a causé ça, une fois que le mal est là, que le cerveau de l'enfant a grillé, ben de toute façon, la maladie est là. Et même si on enlève la sorcellerie, la maladie ne va pas partir. Et je lui dis qu'en dehors de... C'est ça qu'il pouvait expliquer. Donc on demande si elle était malade pendant sa grossesse. Elle dit effectivement, elle a eu un palu qui était très fort, etc. Je dis, en tout cas, si c'est ça, il n'y aura pas de solution. Non seulement il n'y a pas de solution, mais je vous conseille de ne plus aller chez les gens. De ne plus aller avec votre enfant à droite, à gauche, qu'est-ce qu'il peut, ça. Parce que c'est fini, cerveau grillé. Vraiment, on ne peut que prier à Allah Ta'ala. Là, ça devient du miracle qu'Allah le guérisse. Mais sinon, en termes de médecine, c'est comme si tu es né avec un membre en moins. Ben, la médecine, en tout cas, ne peut pas te le rendre. Maintenant, Allah, créateur, peut tout faire. Donc, priez à Allah Ta'ala. Mais pas besoin d'aller chez les uns les autres. Et le frère responsable du centre qui a vu ça, il a dit, mais toi, tu as donné toute cette analyse médicale de la situation, mais les autres, après, ne connaissent pas ça. Donc celui qui ne connaît rien à la médecine, et rien au fonctionnement de tout ça, va voir l'enfant handicapé. Comment est-ce qu'il peut savoir que c'est un truc de djinn, de sorcellerie? Ou bien non, c'est une maladie qui provoque ça. Donc effectivement, cela m'a amené à citer, dans chaque cas de maladie, comment on fait la différence, comment on sait si c'est une maladie naturelle ou bien un problème de djinn, de sorcellerie. Alors, je ne suis pas médecin, mais j'ai fait un peu d'études de biologie, alhamdoulilah. En tout cas, ce que j'ai fait, alhamdoulilah, c'est toujours dans ma tête. Et j'ai beaucoup fait les hôpitaux, parce que j'ai fait plein d'opérations, une bonne dizaine, plein de maladies, mes enfants aussi. Et en tout cas, non seulement je suis patient des hôpitaux, mais quand j'y vais pour n'importe quoi, ben, je demande, j'essaie de comprendre comment tout ça fonctionne. Bon, alhamdoulilah. En tout cas, je me défends. Voilà, je me défends. J'essaie de comprendre les choses. Donc, c'est le but du cours. Le but du cours, c'est que tous les rabbis sachent quand est-ce que ce cas relève de la médecine et quand est-ce qu'il ne relève pas de la médecine. Ça veut dire que médicalement, ça ne s'explique pas. C'est hors médical, c'est hors logique médicale. Ça ne rentre pas dans la logique médicale et là, vraiment, on est dans la logique de la Ruqya. Bon, il y a un aspect psychologique aussi, mais ça, on l'a traité dans la psychothérapie et dans les maladies psychosomatiques. Ça veut dire le fait d'avoir un problème dans la tête, eh bien, ça te crée une maladie dans ton corps. Mais c'est dû à des souffrances que tu as vécues et qui ont un lien avec ton physique. Donc, à part le psychologique, même si la maladie n'est pas physiologique, eh bien, elle peut être mystique, elle peut être d'origine de sorcellerie, de djinn. Donc, comment faire cette différence? Donc voilà qui est l'objet du cours, comment faire la différence. Alors on va prendre les choses une par une. Je vais commencer par les problèmes digestifs. Parce que là, en médecine, le topo est assez simple. Qu'est-ce qui peut te faire des maux de ventre? À part le fait que tu as trop mangé, tu as mal au ventre. Bon ça, si tu as trop mangé, tu as mal au ventre, tu sais très bien que tu as mal au ventre parce que tu as trop mangé. Ça, tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Mais, en médecine,
soit si tu manges trop de piment ou tu bois trop d'alcool, eh ben ça va te faire, à force, ça va te faire des ulcères au ventre, comment on appelle ça, quand la peau est irritée, des... hein? Non, pas de déshydratation. Avant d'arriver à l'ulcère, des brûlures, mais on appelle ça comment? Avant d'arriver à l'ulcère, il y a un autre terme, avant d'arriver à l'ulcère, quand la peau devient rouge, quand la peau devient sensible, quand la peau devient irritée, non, hémorroïde, ça c'est l'ulcère juste avant la sortie, ou à la sortie, c'est un peu, mais ça revient au même. Bon, non, avant l'ulcère, en tout cas, il y a des gastrites, mais un autre terme pour la peau. Bon, l'ulcère, c'est quand il y a un trou dans l'estomac. Ouais. Et ce trou-là, comment ça vient? Bon, en tout cas, si on mange trop de piment ou on boit trop d'alcool, ça va aller jusqu'à l'ulcère. Pourquoi? Parce que ça fait trop d'acidité, trop de trucs, et puis ça va abîmer la peau, jusqu'à ce que ça brûle quand ça abîme la peau, mais si ça continue, jusqu'à ce que ça va faire un trou. Vous voyez? Et c'est exactement comme si tu mets des chaussures qui te blessent. Tu mets des chaussures qui te blessent, ben, si tes chaussures te blessent, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas changer de chaussures. Et le moment que tu changes de chaussures, tu mets des chaussures qui ne te blessent plus, mais tu n'as pas besoin de soigner la peau qui est irritée, ou même qui a saigné, ou même qui est blessée dans ton vie. Tu n'as besoin de rien faire. Juste, tu mets des chaussures qui ne te blessent plus, et puis c'est fini. Ton pied va s'arranger tout seul. Donc, c'est comme ça pour l'estomac. Tu vas arrêter de manger le piment, tu vas arrêter de boire l'alcool ou d'en boire excessivement, et puis, petit à petit, ton ventre, il va se remettre en bon état. Vous voyez? Maintenant, avoir des problèmes digestifs comme ça qui traversent des années, que ce soit des ulcères, ou des hémorroïdes, ou des ballonnements, ou des constipations, ou des etc., médicalement, ça n'a pas de sens. Et face à une impasse de ce genre, les médecins ont souvent l'attitude de donner une explication qui, scientifiquement, n'en est pas une. Hein, on va vous dire, et voilà un terme, je ne sais pas si je vais dire que ça me fait rire ou ça me fait... ça m'attriste plus que ça me fait rire. On dit vous souffrez de colopathie fonctionnelle. Tu vois? Colopathie fonctionnelle, ça veut dire vous êtes toujours constipé. Fonctionnel, ça veut dire que la façon de fonctionner votre organisme, eh bien, il fonctionne en constipation. Ça veut dire au lieu de digérer normalement et puis de temps en temps être constipé parce que tu as mangé trop de riz ou trop de bananes ou trop de ceci ou trop de cela, non, c'est toujours constipé. Voilà. Vous souffrez de constipation chronique. Et on appelle ça colopathie fonctionnelle. Comme ça, tu vas penser que c'est une maladie qui s'appelle colopathie fonctionnelle. Alors que tout ce que ça veut dire que tu es toujours constipé. Tu vois, mais pourquoi je suis toujours constipé? Mais justement, il ne sait pas. Sinon, il t'aurait dit. Donc, quand il te dit que vous souffrez de colopathie fonctionnelle, ça veut dire que... Mais toi, tu viens lui dire que tu es toujours constipé. Il dit, mais oui, vous souffrez de colopathie fonctionnelle. Oui, mais ça, je savais déjà que je suis toujours constipé. Moi, je suis venu chercher pourquoi et une solution. Vous voyez? Mais ça veut dire qu'il n'a pas compris. Vous voyez? Et c'est pareil des ulcères. Vous souffrez d'ulcères. Mais pourquoi j'ai l'ulcère? Maintenant, vous voyez, quand on mange la sorcellerie, c'est des gouttes qu'on met dans la nourriture ou de la poisson. Et ces gouttes vont se reconstituer dans le système digestif comme de la colle. Et ça va coller à la paroi de l'estomac et des intestins. Et ça peut se placer n'importe où depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Ça peut être aussi bien dans les intestins, dans l'estomac, que vraiment à la sortie, qu'à l'entrée, etc. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Le corps détecte un corps étranger. Donc l'organisme détecte qu'il y a un corps étranger et il envoie les sucres là, acides pour l'enlever. Donc c'est comme si tu te grattes. C'est comme si tu sens quelque chose et tu grattes. Et tu grattes jusqu'à ce que ta peau devienne rouge et que ça te fasse mal, ça devient irrité, ça devient sensible. Et tu continues à gratter jusqu'à ce que ça saigne et tu continues jusqu'à ce que tu fasses un trou. Et tu continues toujours. Et tu continues en permanence. Et c'est pour ça que les gens ont des ulcères. Et c'est les sorcelleries qui provoquent ces ulcères. Et qui provoquent ces hémorroïdes. Et qui provoquent tout ce problème. Maintenant, quand tu as l'ulcère, il y a des médicaments contre l'ulcère. Il y a des médicaments qui vont neutraliser l'acidité de
ton estomac, de tes sucs digestifs, etc. Donc tu prends, ça neutralise l'acidité, ça te fait plus mal. Ça veut dire que tu arrêtes de gratter. Ça te fait plus mal et ça te soulage. Mais ça ne résout pas le problème. Et on ne peut pas te donner ça H24. Parce que c'est les mêmes sucres digestifs que tu as besoin pour digérer ta nourriture. Donc on peut pas enlever ça de ton ventre aussi. Tu vois? Mais on va te donner, chaque fois tu vas prendre ça pour calmer ton ulcère. Mais après tu es obligé de manger, tu es obligé de digérer. Donc tu ne veux pas le prendre tout le temps. Mais on va te dire qu'il faut éviter les trucs acides. Tu vois? Il faut éviter les trucs acides parce que déjà ton problème c'est l'acidité. Et si tu rajoutes des trucs acides, ça va empirer, d'accord? Donc tu évites les trucs acides. Mais ça te fait toujours mal. Mais si tu manges quelque chose d'acide, là c'est la catastrophe. Tu vois? Et on te dit d'éviter le gras. Bon, le gras c'est le contraire, mais quand tu manges quelque chose de gras, eh ben, ton corps a besoin de produire plus d'acide pour dissoudre le gras, pour diluer le gras. Donc en tout cas, on va te dire d'éviter, surtout d'éviter le piment, etc. Et ça va atténuer, ça devient un peu gérable. Entre le régime et les médicaments que tu prends, donc tu vis avec ton, tu vis avec euh, ton quoi déjà? Tu vis avec ton ulcère. Sinon, médicalement, ça n'a pas de sens d'avoir un ulcère pendant des années. Sauf si vraiment tu manges des trucs qu'il ne faut pas et tu ne veux pas changer. Tu veux toujours manger ton piment, tu veux toujours manger ton truc. Et donc là, c'est toi qui fais le problème. Ouais. Donc voilà un premier cas. Donc si la personne, et puis alors maladie de Crohn. Maladie de Crohn, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les intestins sont hyper fragiles. Pourquoi? On n'en sait rien. Vous voyez? Et pour ça, bon, on ne va pas dire qu'on ne fait plus confiance à la médecine. Ce n'est pas comme ça. Mais il faut comprendre quand est-ce que c'est vraiment de la médecine et quand est-ce que c'est du pif. Tu vois? Parce que des fois, c'est un mot impressionnant, médical, et il n'y a rien derrière. Donc il faut comprendre quand est-ce que c'est vraiment de la médecine, vraiment de la science, et quand est-ce que c'est du bilan. C'est vite. Ouais, maladie de Crohn. Tiens, tu crois que c'est vraiment une maladie qu'on a trouvée, ça fonctionne. On ne connaît rien. C'est juste que les intestins sont super fragiles et on ne sait pas c'est quoi. Et on appelle ça maladie de Crohn. Etc. Donc en tout cas, pour nous, tous les problèmes digestifs, de l'entrée jusqu'à la sortie, c'est la sorcellerie manger. Et la solution, c'est le sana. Machallah, la plupart du temps, ça marche sans problème. Si la personne a pris beaucoup de sana et que ça ne donne plus, eh bien, on va essayer le lait avec le miel. Le lait coranisé avec le miel coranisé, un demi-litre de lait à jeun avec 3 grosses cuillères de miel. Et puis, voilà, bon, ça marche aussi dans certains cas. Maintenant, pour faire le lait coranisé, soit vous achetez du lait, vous coranisez, sinon vous prenez l'eau coranisée et vous faites du lait avec la poudre de lait. Voilà, comme ça, c'est plus facile pour avoir du lait pour une semaine ou pour combien de temps on a besoin. Donc voici un premier exemple de quelque chose qui est, comment dirais-je, la relation entre la médecine et la langue. Deuxième exemple, les problèmes de peau. Les problèmes de peau. Et je commence avec le psoriasis. Vous voyez que le psoriasis, ça fait un nom scientifique impressionnant. Mais le psoriasis, la médecine n'y comprend rien. C'est juste une appellation, c'est juste une classification de ces eczémas qui apparaissent le plus souvent dans les jambes, sinon ça peut être n'importe où dans le corps. Souvent c'est évolutif, ça veut dire que ça commence un peu, après ça augmente, après ça diminue, après ça passe à un autre endroit, etc. Des fois, c'est, comme on appelle, ça gratte, des fois ça démange, des fois même, il y a du pus et ça coule et tout ça. Hein? Et en tout cas, on ne comprend pas comment ça commence et on n'a pas de solution pour que ça s'arrête. Et des fois, ça disparaît. Il y a des patients chez qui ça disparaît. Mais la plupart du temps, ça reste. Et on appelle ça psoriasis. Et on n'a aucune idée du fonctionnement. Est-ce que c'est une bactérie? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est une allergie? Est-ce que c'est quoi? On n'en sait rien. Oui. Et nous savons, dans notre
dans notre pratique que le psoriasis, c'est uniquement dû à un contact physique avec la sorcellerie. La plupart du temps, ça a été piétiné. Sorcellerie piétinée, soit accidentellement, que la personne marchait quelque part et puis elle a marché sur la sorcellerie, ou soit volontairement, ça a été mis sur son chemin, ou devant son travail, ou l'endroit où il travaille, ou devant sa maison, etc. Et donc il a marché dessus. Et ça peut être par un contact physique autre que le marché. Ça veut dire qu'on peut mettre ça sur ses habits ou sur quelque chose. Ou bien on a eu comme ça un enfant, il jouait, puis il est tombé dans du sable, et puis sur son dos, il est tombé sur la sorcellerie. En tout cas, bon, en tout cas, c'est un contact physique. D'accord? Donc, psoriasis, ainsi que divers problèmes de peau qui ne sont pas compréhensibles par la médecine. D'une façon générale, la médecine est tellement évoluée. Vous voyez, la médecine est tellement évoluée, on arrive à analyser, à observer énormément de trucs, que c'est quasiment impossible qu'un phénomène leur échappe. Ouais, par exemple, le sida, qui a apparu au début des années 80. Mais vite fait, on a tout compris, n'est-ce pas? Vite fait, on a tout compris, on a tout décodé, on a tout compris de cette maladie. Même si on n'a pas trouvé une solution, on a trouvé des solutions partielles. Mais en tout cas, on a compris. Ça ne reste pas un mystère. On ne sait ni d'où ça vient, ni comment ça fonctionne. Ouais. Bon. Alors, quelle autre maladie je vais aborder? Alors, la stérilité et l'impuissance. Qu'est-ce que la médecine dit? En parlant de la femme, eh bien, des fois, il y a des fibromes ou des kystes. Donc, quand c'est petit, c'est kyste, quand c'est gros, ça devient fibrome. Et bien, c'est des boules qui apparaissent dans l'utérus, ou bien dans les trompes, ou bien dans les ovaires. C'est des boules de viande comme ça, viande gras, machin, c'est des boules qui apparaissent. Et ça peut empêcher qu'un bébé s'installe. Ça peut empêcher qu'un bébé s'installe parce que ça va boucher l'ovulation, la fécondation ou l'anidation du fœtus. Bon, donc les kystes, il y a des médicaments qu'on peut prendre pour faire partir les kystes, tu ne sais même pas c'est à base de quoi. Des fois ça ne marche pas et on est obligé d'opérer. On est obligé d'opérer, d'ouvrir le ventre pour couper le kyste et voilà. Hein. Mais on n'a aucune explication de l'apparition des kystes. Ça, on ne peut pas dire que le kyste apparaît ou le fibrome à cause de ceci ou cela. Donc il faut éviter ceci ou cela pour ne pas avoir de kyste ou de fibrome. Il n'y a rien. C'est venu, c'est venu. Et quand on opère, et bien très souvent, ça revient. Et on n'y comprend rien. Alors, je ne peux pas dire que tous les kystes et les fibromes sont dus à la sorcellerie, mais souvent, c'est dû à la sorcellerie. En tout cas, souvent, la personne a ça, et quand on fait les ventouses, ça part. Et les femmes tombent enceintes, alhamdoulilah. En tout cas, les grossesses des femmes, ça, c'est un truc où on a un très bon taux de résultat. On a un très bon taux de réussite. Les femmes qui n'arrivent pas à faire d'enfants, alhamdoulilah, il y a je ne vais pas m'aventurer à dire des dizaines de femmes, et quand même il y a beaucoup de femmes qui sont venues me montrer leur bébé et me dire merci, voilà, que combien d'années elle ne pouvait pas faire d'enfant, et elle est venue, voilà, aujourd'hui elle vient me présenter le bébé, mashallah, qu'elle a eu, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Il y en a eu beaucoup, mashallah, alhamdoulilah. Donc, affaire de stérilité de la femme, voilà. Maintenant, ce qui fait que, franchement, en affaire de stérilité, je ne crois pas trop à la médecine. Je ne crois pas trop, moi, personnellement, que si tu es avec ta femme, vous n'arrivez pas à faire d'enfant, faites les ventouses sur les ovaires, sur les reins, faites la ruqya, et puis attendez, c'est tout. Hein? Mais d'aller consulter, prendre des médicaments, faire des opérations, chercher à enlever les kystes, et puis quoi, fécondation in vitro, tout ça. Bon, c'est beaucoup de fatigue pour peu de résultats. Ça peut donner, on peut se faire assister comme ça médicalement, et ça va donner des enfants. Mais en ce domaine-là, je dis autant faire la ruqya, les ventouses et tout. Et puis vous savez, la ventouse, le problème, ça m'a dit, ça guérit de 40 maladies. Donc ce n'est pas que la sorcellerie. Il peut y avoir un problème de stérilité qui n'a rien à voir avec les djinns, la sorcellerie, et puis avec la ventouse, ça va partir. Et le Coran,
ce n'est pas un remède uniquement pour la sorcellerie, pour les djinns, ça peut être une maladie naturelle, et avec le Coran, ça va partir aussi. Donc, de toute façon, eh bien, ça peut se soigner avec la ventouse de l'Coran, hein, même si ce n'est pas de la sorcellerie. Bon. Maintenant, la stérilité au niveau de l'homme. Il y a des hommes, bon, des fois dans les couples, quand on ne savait pas faire d'enfants, l'homme aussi fait des examens, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, si l'homme est impuissant, alors je vais parler de l'impuissance d'abord, parce qu'il est impuissant, là, c'est sûr qu'il est stérile. Ça, c'est obligé. Hein? Alors, l'homme qui est impuissant, il y a plusieurs formes. Il y a l'homme qui est totalement impuissant, donc il ne peut rien faire du tout. Et puis il y a l'homme qui est en bonne forme, qui est en bonne forme, mais arrivé avec sa femme, plouf, ça ne marche plus. On va voir, il y a un frère comme ça, il m'a dit que quand il s'est marié, nuit de noces, il arrive, machallah, super excité, et entre dans la chambre, plouf, il n'y a plus rien. Yeah! Il sort voir qu'est-ce qui se passe dehors, boum, ça revient pleine forme, et rentre dans la chambre, il n'y a plus rien. Yeah! Et puis quoi? Il a vu que ses chaussures devant sa chambre, elles ont été mises à l'envers. Il dit, ah bon, c'est ça. Il a remis ses chaussures à l'endroit, et puis ça y est, ça a marché. Il dit, c'est ça le truc qu'on m'a fait. Là, machallah, Allah l'a aidé parce qu'il a trouvé une solution super simple. Hein. Et les autres, ça fait beaucoup plus galère que ça pour s'en sortir. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je disais? Il y a cette haute forme d'impuissance. Il y a haute forme d'impuissance, c'est quoi? C'est qu'avec une épouse, ça marche, avec l'autre, ça ne marche pas. Alors là, bonjour les dégâts, parce que chacune va dire que c'est l'autre qui a fait la sorcellerie. Machallah. Hein? Donc, il y a une autre forme d'impuissance qui est la plus galère qu'Allah Ta'ala nous préserve. C'est que quand il commence à faire les rapports, plouf, ça tombe et puis il ne peut pas terminer. Oh là là, quelle galère. Hein? Machallah. Et bon, c'est la plus galère de toutes. Bon, qu'est-ce que je disais? Donc, toutes ces formes. Alors, médicalement, qu'est-ce qui peut expliquer l'impuissance de l'homme? Alors, c'est très simple parce qu'il y a 3 explications médicales. Il y en a 3. La première, c'est le diabète. Quand quelqu'un a beaucoup de diabète, ça le rend impuissant. Et ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il va falloir qu'il se fasse une injection, qu'il prenne des médicaments chaque fois qu'il a besoin d'avoir des rapports. Hein? Donc, si quelqu'un vous dit qu'il est impuissant, vous demandez est-ce qu'il a le diabète. S'il dit qu'il a le diabète, vous dites il n'y a rien à faire. Ça, c'est comme ça. Le diabète, ça rend impuissant, puis voilà. Bon, il n'a qu'à voir avec son médecin s'il peut lui donner des médicaments pour que ça monte un petit peu, ou bien des injections, ou bien quelque chose. Bon, en dehors du diabète, il y a quoi? En dehors du diabète, il y a les médicaments très forts. Si quelqu'un prend des médicaments très forts, par exemple des médicaments psychiatriques, pour quelqu'un qui est un peu fou, schizophrène, ou blablabla, donc on va lui donner des médicaments pour calmer son cerveau. Et bien, ces médicaments, ça peut aussi endormir sa libido. Et de la même façon que son cerveau est comme ça, et bien tout le reste, il est comme ça aussi. Donc, et ça va lui faire de l'impuissance. Ou bien, un médicament contre le cancer. Tu vois, le cancer, c'est des cellules qui se multiplient partout. Et qu'est-ce qu'on donne comme médicament contre le cancer? On donne un médicament qui va arrêter le fonctionnement de toutes les cellules. Voilà. Comme il y a des cellules malades qui se multiplient trop, on dit à toutes les cellules, stop, on ne se multiplie plus, calmos. Voilà, tout le monde, repos, on ne bouge plus. Pour neutraliser le cancer, vous voyez? Et bien voilà, même la partie dont il a besoin, ça va se calmer aussi, ça ne bouge plus. Voilà. Donc, soit la deuxième explication médicale, quand on prend des médicaments très lourds, comme des médicaments contre la folie, schizophrénie, des médicaments psychiatriques, ou contre le cancer, ou contre d'autres maladies comme ça, et bien ça peut aussi rendre l'homme impuissant. Troisième explication, psychologique. Psychologique, ça veut dire que le gars, il a été dégoûté de sa femme, ou des femmes en général, jusqu'à ce qu'il se devienne impuissant. Maintenant, pour que ta femme te dégoûte jusqu'à ce que tu deviennes impuissant, c'est que soit elle est devenue trop grosse, ou trop squelettique, ou qu'elle pue, ou qu'elle te prend la tête, qu'elle t'énerve, qu'elle t'humilie, qu'elle te truc jusqu'à ce que quand tu la vois, ça te dégoûte, ça te repousse. Tu vois? Et tu peux plus. Tu vois, quand tu dors à côté d'elle, c'est un cauchemar. Voilà. Ça veut dire que pour que
psychologiquement, l'homme devient impuissant, il faut une grosse dose de dégoût, de problème, de tout ça. Il en faut une super grosse dose pour que l'homme devienne impuissant. Vous voyez? C'est pas juste une petite dispute ou un petit problème ou chose, non, non. Tu vois? Même si ta femme ne te plaît pas, logiquement, tu n'as qu'à fermer les yeux et voilà. Hein? Bon, je ne vous fais pas le dessin. Et puis voilà, tu vas y arriver quand même. Voilà. Mais pour que tu n'y arrives pas du tout, ben, faut vraiment qu'elle t'a fait les boules. Que dès que tu la vois, tu dis, j'ai Rabbi, quand est-ce que je vais m'échapper d'ici? Bon. Donc, en dehors de ces trois facteurs, eh bien, il n'y a pas d'explication médicale à l'impuissance de l'homme. Donc, si quelqu'un te dit qu'il est impuissant, monsieur, vous avez le diabète, non. Est-ce que vous prenez des médicaments? Non, je prends aucun médicament, je suis en bonne santé. Avec ta femme, ça va bien, ben oui, on s'aime bien et tout, mais j'y arrive pas. Voilà. 1, 2, 3. Tu sais que la quatrième, c'est quoi? Eh bien, c'est la sorcellerie. Alors là, on sait qu'on est dans la sorcellerie. Il n'y a pas d'autre explication maintenant. Vous voyez? Après ces trois facteurs-là. Bien. Et maintenant, la stérilité de l'homme. Et bien voilà, il y a des hommes qui vont faire des examens, et puis on découvre que soit ils n'ont pas de sperme, de spermatozoïdes du tout, donc azospermie, ou bien que les spermatozoïdes sont trop faibles, ils sont trop mous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez mobiles, c'est-à-dire que, bon, on fait le test et puis de spermogramme, et puis on voit 1 heure de temps après, est-ce qu'ils sont toujours en train de bouger? Non, ils sont déjà tous nazes, ils sont tous morts. Tu vois? Alors que pour qu'ils arrivent jusqu'à féconder la femme, et il faut qu'ils fassent la course pendant 2-3 heures au moins avant d'arriver à marquer un but. Hein. Car la misère. Et ils ne sont pas comme ça. Bon, donc on constate ça. Alors vraiment, quand on constate ça, médicalement, on ne peut pas faire grand-chose. Parce que d'abord, on n'a pas d'explication. On n'a pas d'explication. Qu'est-ce qu'ils ont ces spermatozoïdes à être, ou pourquoi il n'y en a pas du tout? On ne sait pas, c'est quelque chose d'inconnu. Vous voyez? Donc on va vous donner des médicaments qui sont de l'ordre des vitamines ou des choses, tu vois. C'est comme si on dit que les yeux, ça utilise la vitamine A. Et donc tu vois pas bien, on va te donner de la vitamine A. Mais la vitamine A, tu as une chance sur 10 que ça va t'aider. Tu vois, 9 coups sur 10, c'est pas un problème de vitamine. Il y a autre chose qu'on n'a pas compris pourquoi les yeux ne fonctionnent pas bien. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Donc 9 coups sur 10, ces médicaments pour aider les spermatozoïdes, ça ne va rien donner. Et vous voyez, ça veut dire encore une fois, on est dans un cas médical où on ne peut que constater le problème. On ne peut que le constater. Et on peut trouver certaines solutions médicales pour aider. On va te proposer une fécondation in vitro. Puisque tes spermatozoïdes n'ont pas la force de courir jusqu'au bout du truc, du tunnel pour arriver à leur but, eh bien, on va prendre l'ovule, on va le mettre dans un truc, et on va mettre tous les spermatozoïdes autour de lui, on va les aider pour qu'ils arrivent à faire un enfant. Et après, on va leur mettre dans le ventre de ta femme, et puis elle va continuer sa grossesse comme ça. Donc voilà, on peut trouver une solution pour pallier à ce problème, mais on n'a pas résolu le problème. Le problème même, on n'a pas compris, on n'a pas résolu. Mais on a trouvé quand même une solution pour que ça passe. Tu vois? Mais par contre, si c'est azospermie, là, on ne peut rien faire. Hein. On ne peut rien faire. Bon. Donc, alors là, je ne vais pas vous dire que la stérilité naturelle n'existe pas. On connaît la stérilité dans le Coran. Que Zakaria, alayhi salam, il dit à Allah, je suis vieux, ma femme est stérile. Mais sa femme est stérile. C'est juste qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Tu vois, mais ce n'est pas établi médicalement qu'elle est stérile, c'est juste qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Et qui te dit que c'est pas qu'elle n'avait pas la sorcellerie pour ne pas faire d'enfant? Peut-être que c'était ça. Hein? Et quand Allah a dit, Allah donne à qui il veut des garçons, il donne à qui il veut des filles. Oui, il mélange filles et garçons. Et qui il veut, il rend stérile. Bon, d'accord, Allah peut rendre stérile qui il veut. Mais ça peut aussi être à travers la sorcellerie. Ouais. En tout cas, dans les cas que j'ai eu à traiter,
alhamdoulilah, on a tellement de réussite dans les cas de stérilité que je ne sais pas si la stérilité naturelle existe. Tu vois, je ne peux pas affirmer que n'importe quelle personne stérile, on lui fait la ruqya, elle va avoir des enfants. Je ne peux pas affirmer catégoriquement qu'on peut résoudre tous les cas de stérilité, mais on a tellement résolu de cas de stérilité, bi'idhnillah ta'ala, que je ne sais pas s'il y a des cas de stérilité qui sont insolubles. Ça veut dire qu'ils sont vraiment naturels. Hein? Je ne sais pas. Bon, par exemple, j'ai eu une fille qui a dit qu'elle a un rein qui est petit, qui ne fonctionne pas et que c'est de naissance. Là, au moins, médicalement, on sait que le rein, il est atrophié, il est trop petit, depuis qu'elle est née, qu'il ne marche pas. Là, au moins, on voit que le rein est petit, qu'il ne marche pas. Que le rein ne s'est pas développé. Vous voyez, comme il y a des gens qui ont des fois des handicaps dans les doigts, dans la main, qu'ils n'ont pas une main qui est... Il y a quelque chose comme des doigts qui manquent, ou des doigts qui sont collés, ou des choses comme ça. Vous voyez? Donc, si quelqu'un il a un handicap comme ça de naissance, dans son système reproductif, ben voilà, c'est bon, on sait depuis sa naissance, il y a une malformation. Et c'est comme ça. Et si cette malformation fait que ça ne fonctionne pas, ben, on n'y peut rien. Mais quand on voit que l'organe est tout à fait normal, et que tout le fonctionnement est... Vous voyez, c'est comme une mécanique de voiture. Quand le moteur ne marche pas, mais forcément il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais si tout ton moteur il est normal de A à Z, mais comment ça se fait que ça ne marche pas? C'est pas possible. Si le moteur est, si tout est ok, mais le moteur marche, n'est-ce pas? Tu ne peux pas avoir un moteur ok puis ça ne marche pas. Il y a forcément un problème. Et si tu résous le problème, ben, Inch'Allah, ça va marcher. Donc c'est la même logique a priori dans le système reproductif de la personne. Et vous voyez que le système reproductif, c'est très ciblé par la sorcellerie. Par exemple, si c'était la vue. Est-ce que vous voyez des gens qui ont des yeux normaux qui ne voient pas? Mais c'est très rare. Tu vois? Ou des gens qui ont des bouches normales, des oreilles normales, et puis qui n'entendent pas ou qui ne parlent pas. Mais c'est très, 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 très rare. Et pourquoi la stérilité, il y en a tellement? Des gens qui ont tous les organes normaux, et puis ça ne marche pas. Donc, c'est une raison de plus de croire que c'est souvent dû à la sorcellerie. Alors, quel autre problème médical? Bien, quel autre problème médical? Les maux de tête. Les maux de tête et douleurs diverses. Alors, à quoi peut être dû des maux de tête? Quand est-ce que quelqu'un a des maux de tête? Eh bien, je vais dire que la première cause est la déshydratation. Déshydratation, ça veut dire qu'on ne boit pas assez d'eau, et puis on est exposé à la chaleur, à la transpiration, on travaille sous le soleil, ou on marche dehors, et puis on ne boit pas assez d'eau. Et puis il y a des gens qui ne boivent pas assez d'eau. Puis par exemple, voilà, j'ai ma femme qui me disait que mal de tête, et si tu bois de l'eau, non, mais pourquoi tu ne bois pas? Mais parce que là où elle est, les toilettes ne sont pas super, et donc elle évite de boire pour éviter d'aller aux toilettes, ou bien c'est un problème d'ablution, etc. Je dis, mais non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Tu as soif et tu ne bois pas. Parce que les toilettes ne sont pas très hygiéniques, tout ça. Mais non, tu vas avoir des problèmes. Parce que quand tu as soif, ton organisme a besoin d'eau. Oui. Donc, maux de tête dû à la déshydratation, au manque de sommeil, c'est normal. Tu n'as pas dormi assez d'heures et tu vas travailler, ça, ben tu as mal au crâne. C'est normal. La fatigue, mais la fatigue, ça rejoint un peu les deux autres. Ça veut dire que tu es fatigué, et tu ne bois pas assez, et tu ne dors pas assez. Et c'est ça qui fait le mal de tête en général, n'est-ce pas? Maintenant, en dehors de ça, tu ne devrais pas normalement avoir de mal de tête. Hein? Tu ne devrais pas avoir mal de tête. Et la maladie qui s'appelle la migraine, je suis migraineuse, c'est quelle maladie qui provoque la migraine? On ne connaît pas. On appelle ça migraine, mais on n'a pas une maladie qui fait la migraine. C'est juste que la personne a mal à la tête. D'accord? Maintenant, les djinns, le mauvais œil, la sorcellerie, tout ça, ça attaque la tête. Tout ça, ça attaque la tête. Donc, en tout cas, dès que quelqu'un a mal de tête, on va faire les ventouses. C'est tout. Et la plupart du temps, alhamdoulilah, ça va partir. Et s'il faut insister, oh bien la nuit, tu le feras. Et s'il est facile de raser la tête de la personne, on le fait au milieu de la tête. Et pour les femmes, bien entendu, on évite de raser la tête. Mais quand ça devient
Quand ça devient incontournable, on va le faire. Hein, quand ça devient incontournable, on va le faire. Et par exemple, je me rappelle, on a eu des folles. De toute façon, la folle, elle était tellement sale que ça lui faisait un bon service de lui raser la tête parce que elle était, machallah. Donc on lui rasait la tête, mettait des ventouses sur la tête, etc. Bon, donc voilà. Alors pour le mal de tête, par contre, la maladie qui peut causer les mal de tête, c'est quand il y a une boule dans le cerveau. D'accord? Comment on appelle ça, cette boule dans le cerveau? Pas un cancer, mais hein? Une tumeur. Et moins qu'une tumeur, il y a un nom aussi d'une boule. Bon, c'est un peu genre les kystes, ou un kyste, ou quelque chose comme ça dans le cerveau. En tout cas, quand il y a une boule, ou bien un caillou de sang dans le cerveau qui commence à grossir, ben ouais, imagine qu'on est dans une boîte de sardines, et puis il y a une sardine qui commence à grossir, ben, tous les autres sardines vont se sentir super mal. Ouais. Donc s'il y a une boule qui se met à grossir dans la tête, ben, ça va compresser le cerveau, ça va faire des maux de tête pas possibles. Et puis là, la médecine, ils vont lui ouvrir la tête pour sortir la boule qui n'est pas bonne. Bon. Donc en dehors de ce cas extrême, il n'y a quasiment pas de cause comme ça de maux de tête. D'accord. Ensuite, les maux de dos. Eh bien, les maux de dos, il y a plein de causes. Notamment, le plus souvent, c'est une cause musculaire. Musculaire, on travaille, quand on est fatigué, la première chose qui se fatigue, c'est le dos. Et c'est les reins, le bas du dos. Pourquoi? Parce qu'on se baisse, on porte des trucs, etc., etc. Bon, donc c'est une fatigue musculaire qui est normale. Mais même la fatigue musculaire, alors est-ce que vous savez que signifie la fatigue musculaire? Vous savez? Le muscle qui se froisse. Comment? Le muscle qui se froisse. Non, pas le muscle qui se froisse, quand même pas. Parce que là, ça fait une déchirure musculaire. Là, c'est beaucoup plus... ça dépasse la fatigue. Eh bien, les muscles qui fonctionnent consomment du sucre. Le sucre va dans le sang circule et les muscles prennent le sucre et les muscles brûlent le sucre pour fonctionner. Ça veut dire que le sucre, c'est comme du combustible, c'est comme de l'essence. De toute façon, c'est le même... c'est des hydrocarbures, c'est du oxygène, hydrogène et carbone. Hein? C'est la même constitution. Et ça brûle et ça dégage de l'énergie, comme un moteur. Comme un moteur. Et cette énergie, le moteur, fait du mouvement avec, ça fait tourner les poulies, puis les roues. Hein? Ça fait tourner, ça fait avancer la voiture. Avec. Et les muscles, c'est le même principe. Le muscle consomme l'oxygène, qui vient aussi à travers les poumons dans le sang, et il prend le sucre qui est dedans, et il rejette le gaz carbonique, et il produit le mouvement, et il crée de la chaleur. Ce qui fait qu'on chauffe, on transpire. D'accord? Mais quand il transforme ce sucre, quand il consomme le sucre, et puis il produit du gaz carbonique, il y a aussi un déchet. Il y a aussi un déchet, un résidu. Hein, comme si tu as brûlé une feuille de papier, et puis le reste des cendres. Tu vois? Il y a un résidu qui reste dans les muscles. Et ce résidu s'accumule dans les muscles et ça fait mal. Ça fait mal. Ce qui fait que si ton muscle a consommé trop de sucre et tu as trop de ce résidu, eh ben, tu as mal et jusqu'à ce que tu as une crampe et jusqu'à ce que tu peux plus faire ton effort. Tu vois? Et là, tu as soit la solution 1, c'est de te reposer jusqu'à ce que les résidus là soient passés à travers le sang et puis que tu n'en as plus. Solution 2, tu fais des massages. Et quand tu fais des massages, c'est vraiment efficace. Ça veut dire le fait que tu as ton muscle, tu vas masser comme ça dans le sens du muscle, tu vas masser dans le sens du muscle, et ça va évacuer, ça va aider à faire partir dans le sang ces déchets, ces résidus qui sont dans ton muscle, et ça va partir. Et tu n'as plus mal, et tu peux recommencer à faire ton activité. Vous voyez? Ce qui fait que le massage, c'est vraiment quelque chose d'efficace. Bien, mais ce que je veux vous dire, c'est que de toute façon, même si c'est une fatigue musculaire normale, on va faire des ventouses. Puisque le ventouse, par définition, la ventouse, ça nettoie le sang. Donc les déchets qu'il y a dans le sang, ça va les enlever. Donc de toute façon, ça va faire beaucoup de bien à la personne.
Et deuxièmement, les djinns se logent là où la personne a mal, dans le point faible de la personne. Ils se logent dans les endroits qu'ils ciblent. Si on l'a envoyé pour ta tête, ça sera dans la tête. Si c'est pour le sexe, c'est dans le sexe. Bon, c'est ce qu'ils ciblent le plus. Et ensuite, ils vont dans les points faibles de la personne. Ou bien ils accompagnent la sorcellerie. Et donc souvent dans les reins. Et puis les reins, c'est une zone très sensible. Parce qu'il y a le problème musculaire. C'est lié aussi aux reins. Donc, bon, mais les reins, c'est rare que quelqu'un il a une maladie des reins. Mais c'est aussi lié à la sexualité. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Pour ça, c'est très important de traiter les reins. Et je vais vous dire, les femmes ont souvent mal au bas du dos parce qu'elles ne font jamais de sport. Et elles font des travaux domestiques ou pas domestiques qui les fatiguent et après, ça leur fait du mal de dos. Et quand vous avez des femmes qui sont dans ce cas-là, eh bien, conseillez-leur de faire des abdos. Parce que quand on fait des abdos, on ne le sait pas, mais quand tu fais des abdos, systématiquement, ça muscle le dos. En même temps que les abdos, c'est lié au dos. Donc, on ne va pas te dire de faire des dorsaux, on te dit de faire des abdos. Et quand tu vas faire des abdos, même 10 minutes par jour, la femme va faire des abdos, ça va lui muscler le dos et ça va faire que tout ce qu'elle travaille, elle se baisse, elle se machin, et bien, elle va le supporter beaucoup mieux. Et elle va être beaucoup mieux dans sa peau pour faire ses travaux quotidiens, etc. etc. Hein, pour avoir moins mal au dos. Voilà. Et donc, vous voyez que on fait des ventouses au dos. Dès que la personne a mal au dos, on ne cherche pas vraiment à savoir si c'est vraiment un problème de sorcellerie qui est dans son dos ou si c'est pas un problème de sorcellerie. Je me rappelle d'une sœur, elle avait tout le temps mal au dos et on lui a fait des ventouses en bas du dos. Et puis elle me dit, je cherche mes maux de dos, je ne les trouve pas. Ça veut dire qu'elle avait l'habitude de se lever tout doucement parce qu'elle a mal. Maintenant, elle se lève, elle bouge comme ça, mais elle est où ma douleur? Je bouge, je fais, je ne trouve plus la douleur. Elle dit, je cherche mes mots de douche, je ne les trouve plus. Voilà. Alhamdoulilah. Bien. Qu'est-ce que je disais d'autre? Donc, la relation entre la médecine et la ruqya. Alors, il y a d'autres maladies qui sont dues uniquement à la sorcellerie. Et on les trouve surtout en Afrique. On les trouve surtout chez les Noirs. Et ici à La Réunion, nous sommes entre l'Afrique et l'Europe et l'Asie. On est vraiment dans une terre bizarre. En tout cas, entre 3 continents. Et bon, enfin, je veux dire, alhamdoulilah, je ne les ai pas encore vues, ces maladies-là. Bon, la plus connue, c'est la drépanocytose. Et ça, vraiment, qu'Allah nous aide parce que dans la ruqya, on a vraiment besoin d'attaquer le problème de drépanocytose bien comme il faut. Vraiment, vraiment. On peut faire une révolution en Afrique dans le traitement de la drépanocytose. Parce que c'est une maladie qui est très nocive. Très nocive. Hein? Vous connaissez la drépanocytose ou pas? Bon, donc ça ne présente pas beaucoup d'intérêt que je vous en parle, parce qu'il n'y a pas ça. Depuis que je suis là, je n'en ai pas vu. Hein? En tout cas, c'est un problème de globules rouges. Et vous voyez, il faut savoir à quoi servent les globules rouges. Hein? Est-ce que quelqu'un sait à quoi servent les globules rouges? Vous savez quand même que dans le sang, il y a des globules rouges et des globules blancs, et il y a du plasma. Bon, alhamdoulilah. Ben, alors, les globules blancs, ils servent à quoi? À quoi servent les globules blancs? C'est pour l'immunité, non? Ah, c'est d'oxygène. Oh qu'Allah ait pitié de nous. Excusez-moi, je vais plaisanter, mais ça me rappelle que quand j'ai passé le bac et je donnais des cours aux autres, et on a bossé, surtout les maths et tout ça. Et quelques années après, je suis entré en Tunisie, et puis il y avait 2 de mes copains, enfin un garçon et une fille, qui voulaient se marier. Tu vois, et puis ils étaient en projet de mariage, là je les ai vus pour la ruqya et tout. Mais je leur disais alors les maths, ils disent non, il ne faut pas nous parler de maths. Je dis quoi? Vous avez quoi? Vous avez laissé les maths? Ah oui, non, ça nous casse la tête, on ne veut plus. Je dis, non mais dis-moi, au moins, sinus carré plus cosinus carré, ça fait combien? Il dit, non, faut arrêter ça. Je dis, subhanallah, même sinus carré plus cosinus carré, tu peux pas me dire c'est combien? Non, on a tout oublié. La hawla la quwwata illa billah. Alors qu'on avait toutes ces formules, tout ce travail, c'est parti comme ça. Hein? Et c'est pareil pour la biologie, mais on a étudié le corps humain, mais c'est ton corps.
Mais c'est ton propre corps, pourquoi tu veux oublier ça? Ça te casse la tête de savoir à quoi servent tes globules blancs, tes globules rouges, comment tes dents poussent et tes yeux, comment ils fonctionnent. Subhanallah, mais c'est ton corps. Et tu veux même pas savoir comment ça marche. La hawla la quwwata illa billah. En plus, Allah dit, wa fi anfusikum afala tubsirun. En vous-même ne voyez-vous pas les signes d'Allah? Les globules blancs servent à défendre l'organisme. Les globules blancs attaquent les microbes. Attaquent les microbes et les tuent. Et c'est pour ça, quand vous vous blessez, vous avez du pus. Le pus, c'est le cimetière des globules blancs. Ça, c'est tous les globules blancs qui sont venus défendre ton corps et qui sont morts, fils sabilillah. Hein, c'est tes martyrs. C'est les martyrs de ton corps. Ils sont devenus du pus. C'est des globules blancs, voilà, c'est ça, c'est des globules blancs. Et ils ont combattu le microbe jusqu'à ce qu'ils sont morts eux-mêmes. Tu vois, ils attrapent le microbe, ils l'étouffent, ils s'étouffent aussi. Voilà. Il est mort pour toi. Et toi, tu sais même pas qu'il est mort, ton martyr. Tu dis, ah, c'est du pus, mais c'est... Et il y a une autre sorte de globules blancs. Et il y a une deuxième sorte de globules blancs qui ne se bat pas, qui observe. La deuxième sorte de globules blancs, quand un microbe vient, il l'analyse, hein, et puis il va préparer des globules blancs adaptés à ce microbe-là. Et quand le microbe revient une deuxième fois, clac, il va lui sortir son antidote, il va le régler sur le champ. D'où le principe de vaccin. On prend un microbe, on le coupe en deux pour qu'il soit neutralisé, mais il est toujours là. Donc on le met dans ton corps et il ne pourra rien faire parce qu'il a été neutralisé, mais les globules blancs observateurs, ils vont l'analyser, ils vont préparer l'antidote. Pour que le jour où le vrai microbe va venir, où la vraie maladie va venir, et bien tu sauras tout de suite comment gérer ça. Et c'est comme ça que tu es vacciné contre ce problème-là. Donc on a appris à tes cellules blanches à se défendre contre ce microbe-là. Donc ça c'est les globules blancs. Je sais qu'on n'est plus dans le cadre de Ruqya médecine, mais ça me fait trop mal au cœur quand je vois que vous ne connaissez pas ça. Donc je veux vraiment que vous le connaissiez. Et les globules rouges, je les laisse en dernier. Et le plasma, c'est là qu'il y a toute la nourriture. Le fer, le calcium, non je dis pas, non pas le fer. Le fer c'est dans les globules rouges. Mais en tout cas tout le reste, et les vitamines et tout ça, c'est dans le plasma. D'accord? Les globules rouges, c'est ça qui contient le fer. Et à quoi sert le fer? Le fer sert à transporter l'oxygène dans le corps. Et ça, si je vous le dis, c'est important. C'est important pour comprendre le fonctionnement du corps et puis certaines choses dans l'inventaire. Le fer sert à transporter l'oxygène dans le corps. Quand le sang arrive dans les poumons, le fer se rouille. Le fer se rouille. Tu vois, quand le fer reste à l'air, à l'eau, et bien, au lieu d'être noir, il devient rouge. Il se rouille. Parce qu'il y a l'oxygène qui se colle au fer. L'atome de fer Fe devient FeO2, FeO3. Il prend 2 ou 3 atomes d'oxygène, il se rouille. Et il repart dans le sang jusqu'à arriver au muscle, et le muscle va arracher les atomes d'oxygène du fer. Tu vois? Donc, plus tu as des globules rouges, plus l'oxygène tourne bien dans ton corps. Plus tu as du fer, plus l'oxygène tourne bien dans ton corps. Et quand tes muscles reçoivent assez d'oxygène, c'est comme un moteur à 2 soupapes. Tu vois, l'air tourne et le moteur marche très très vite. Il tourne très bien parce qu'il y a assez d'oxygène, donc tu peux brûler plus d'essence. Ton moteur, il peut carburer plus fort. Donc plus tu as du fer, plus tes muscles peuvent fonctionner très fort sans s'arrêter. Donc, machallah. Et quand tu manques de fer, tu ne peux pas, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, dès que tu fais un effort, tu es à plat. Parce qu'il n'y a pas assez de fer dans ton corps. Vous voyez? Et c'est un problème qui est spécifique aux femmes, parce que les femmes ont les règles chaque mois, elles perdent du sang. Et où est-ce qu'on trouve le fer dans la nourriture? Eh bien, c'est surtout dans les viandes rouges. Ça veut dire dans la viande de bœuf, dans les viandes de mouton,
Hein. La viande qui est rouge, ben, le rouge c'est du sang. Même si nous on ne mange pas du sang, mais il y a du sang qui est dans la viande. Et quand tu manges, ben, c'est là que tu récupères du fer. Sinon, il faut vraiment aller chercher les lentilles ou des trucs comme ça où il y a du fer dedans. Mais ça, c'est difficile d'avoir beaucoup de fer avec les lentilles, avec ces choses-là. Sinon, c'est vraiment avec la viande rouge. Tu trouves directement du fer. Et donc, les femmes qui n'aiment pas la viande rouge, qui n'aiment pas la viande de mouton et la viande de bœuf, qui mangent toujours que du poulet ou du poisson, et bien elles manquent de fer. Et elles sont toujours fatiguées. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut manger des comprimés de fer tout le temps. Ou bien une semaine par mois. Ou de temps en temps, se faire des cures de fer. Allah, ya Rabbi. Donc, le sang, le fer, la fatigue, les reins, tout ça, et bien, ce qui nous fait que, des fois, quand la personne est bien fatiguée, il ne faut pas hésiter aussi de lui donner des vitamines, de lui donner du fer, de lui donner du magnésium. Alors voilà aussi le magnésium, il sert à quoi? Le magnésium fluidifie les échanges, le fonctionnement du cerveau. Ça fait que la personne réfléchit sans que ça lui fasse mal à la tête. Et que tu peux continuer à réfléchir, et tu n'es pas fatigué. Ça fluidifie le fonctionnement du cerveau, et ça aussi permet que tu te dors reposé. Ça veut dire que tu n'es pas crispé, en train de réfléchir, en train de te soucier, jusqu'à ce que ça t'empêche de dormir. Vous voyez? Donc les gens qui ont des soucis, qui n'arrivent pas à dormir, eh bien, on leur donne du magnésium. Tu vois? Ou des élèves qui sont en période d'examen et qui ont besoin de beaucoup bosser, ben, ils n'ont pas à prendre du magnésium. Bon, mais où est-ce que je vais en arriver, moi, avec tout ça? On disait quoi? On était en train de parler des maux de rein. Ah, la drépanocytose. La drépanocytose, bon, ben, écoutez, c'est une maladie qui déforme les globules rouges. Donc, si les globules rouges sont déformés, le fer, l'oxygénation du corps, des muscles ne fonctionne pas bien. Donc, c'est des gens qui sont toujours fatigués. C'est aussi des gens qui ne supportent pas le froid. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qui produit la chaleur dans le corps? Dites-moi. Les muscles. C'est les muscles. Donc, si tes muscles ne fonctionnent pas bien, ou tu n'as pas beaucoup de muscles, et bien, dès qu'il fait froid, tu grelottes et tes muscles ne te chauffent pas. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu es froid et tu te couvres, est-ce que la couverture te chauffe? La couverture même ne te chauffe pas. C'est la chaleur que tu produis qui est conservée par la couverture qui fait que tu te chauffes. Mais si toi-même tu ne produis pas de chaleur, mais si tu mets un mort sous une couverture, ça ne va pas chauffer, il va rester froid. Vous voyez? Donc, si toi-même tu ne produis pas assez de chaleur, même avec la couverture, tu as beaucoup du mal à te réchauffer. Donc, c'est galère, parce que si tu fais les ablutions, clac, tu t'es refroidi, mais tu es foutu. Et si tu as fait la douche froide, alors là, tu es foutu pour de bon. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Les drépanocytaires, ils sont comme ça. Ils ont des problèmes de sang, ils ont des problèmes de muscles, de fatigue, et ils ont des problèmes de douleur. Et nous avons soigné beaucoup de gens qui ont la drépanocytose, et tous leurs symptômes ont disparu. Tous leurs symptômes, tous leurs problèmes là, de santé ont disparu. C'est juste que on n'a pas poussé l'expérience jusqu'à refaire les analyses médicales pour dire que la drépanocytose a disparu. Ouais. Et c'est quelque chose de fantastique parce que les médecins s'occupent beaucoup de ça et disent que c'est une maladie propre aux Africains, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Hein. Et les djinns, chaque fois qu'on prend les djinns chez quelqu'un qui a la drépanocytose, il nous dit que c'est une maladie qui est uniquement due au djinn. Maintenant, on dit que la drépanocytose est héréditaire. Sauf que le fonctionnement de l'hérédité n'est pas clair. Vous voyez, ça aussi, il faut connaître le fonctionnement des maladies héréditaires. En tout cas, quand j'ai fait la biologie, l'année du bac, vraiment l'hérédité, ça c'est un truc que j'ai kiffé. Et c'est un truc vraiment mathématique. C'est comme si c'est devant moi aujourd'hui. Ça me rend alors que ça fait 24 ans, 25 ans que j'ai eu mon bac. Mais c'est comme si c'est devant moi. Tout le cours de l'hérédité, comment ça fonctionne. Vous voyez? Alors, il y a une hérédité, je vais dire, qui est claire. Bon, par exemple, si les noirs et les blancs, c'est clair que quand on fait un enfant, bon, il y a plus de chances qu'il soit café au lait. Des fois, il est vraiment noir, des fois, il est vraiment blanc. Mais en général, il va être café au lait. Vous voyez?
Et puis, en général, il va prendre quelques trucs chez le père, il va prendre quelques trucs chez la mère. Voilà, et par exemple, mes enfants, ben, ils sont blancs comme le père, et puis ils ont des gros nez comme la mère. Bon, ben voilà. Bon, c'est comme ça l'hérédité. Hein, ça fait un mixage. Et puis, dans le mixage, il y a des caractères dominants. Bon, les caractères dominants, pour abréger, je me rappelle la phrase que notre prof de biologie nous a dit. Un tel caractère domine quel... Donc, quoi, tu prends une Suédoise avec un Zaïrois, et bien c'est le Zaïrois, l'enfant va être Zaïrois. Tu vois, ça veut dire c'est ça les caractères dominants. Que quand il y a ça, moitié ça, c'est celui-là qui va dominer l'autre. Ça veut dire que l'enfant, ses gènes, la moitié de ses chromosomes sont suédois, l'autre moitié sont zaïrois, et bien pourtant son corps, il est zaïrois. Ouais. Maintenant, si lui, il se marie avec un autre, ça va encore faire un croisement, ça va dépendre de ce qu'on va trouver. Donc, il y a des caractères dominants et récessifs, etc., etc. Et ce qui fait que, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la drépanocytose, ils disent que c'est héréditaire, que c'est génétique. Ouais. On dit que c'est génétique, mais on n'a pas prouvé, on n'a pas dit que voilà tel gène, et ce gène-là, quand il est mal formé, eh ben, ça donne la drépanocytose. Est-ce que je me fais comprendre? Par exemple, moi je suis daltonien. Vous connaissez le daltonisme? D'accord. Il y a des couleurs qu'on confond. Et le daltonisme est porté par le chromosome X. Ça veut dire qu'on a 23 paires de chromosomes. Et parmi les 23 paires, toutes les paires sont symétriques, sauf une paire qui est soit XY, soit XX. Donc quand c'est XY, on est un garçon, quand c'est XX, on est une fille. Et quand on va avoir des enfants, la mère qui est XX, elle va donner un X. Le père qui est XY, soit il donne le X, soit il donne le Y. Donc si c'est X, ça donne XX une fille, si c'est Y, ça donne XY un garçon. Vous voyez? Maintenant, le gène du daltonisme, il est sur le X. Donc si c'est une fille qui a un gène de daltonisme, X daltonien, et un autre X non daltonien, elle ne sera pas daltonienne. Parce que c'est le X non daltonien qui domine. Pour ça, pour qu'une fille soit daltonienne, il faut qu'elle ait deux X daltoniens. Ça veut dire que chez les deux parents, il y a le daltonisme. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit que quand on se marie entre cousins, ça fait ressortir des maladies rares. Parce qu'il se peut qu'il y ait une maladie rare. Mais cette maladie, il faut qu'elle vienne sur les deux chromosomes pour qu'elle sorte. Mais pour qu'elle vienne dans les deux chromosomes, il faut que les deux parents portent cette maladie. Vous voyez? Ce qui fait que quand on se marie entre cousins ou entre proches, ça a un risque de sortir une maladie qui n'apparaît que rarement, ça peut sortir. Hein? Donc chez les filles, c'est très rare d'avoir une fille daltonienne. Mais chez le garçon, comme c'est sur le X et en face il y a le Y, ben, dès que le X est daltonien, là, le garçon est daltonien, forcément. Parce que le Y, il ne compte pas devant le X. Vous voyez? Et ce qui fait que dans notre famille, parce qu'on a fait ça en cours de biologie, encore une fois, hein, et ben, ma femme m'a envoyé tout un arbre de famille avec toutes les personnes qui sont daltoniennes. Et puis ma mère, elle a un oncle qui s'est suicidé à cause de ça. Parce qu'il est allé s'engager dans la marine américaine, et il n'a pas été reçu parce qu'il était daltonien. Et qu'il y avait des drapeaux qu'il ne pouvait pas distinguer. Et donc, il n'a pas été engagé dans la marine, et puis il s'est suicidé. Bon, en tout cas, ça c'est un autre problème. Hein? Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on dit héréditaire, ce n'est pas au pif. Il y a des lois, il y a un fonctionnement de l'hérédité. Vous voyez? Alors que la drépanocytose, c'est opaque. Comme ça, au pif. Tout ce qu'on peut te dire que si les deux parents sont drépanocytaires, eh bien, il y a des risques. Mais sinon, de dire voilà comment ça fonctionne, voilà un arbre de famille et comment ça se transmet, non. Non. On n'a pas quelque chose comme ça de A plus B. Alors, on a juste comme ça une vague idée que c'est héréditaire. Or, les maladies de Jim sont aussi héréditaires. Il y a une partie héréditaire dans les maladies de Jim. La sorcellerie se transmet, les djinns des parents suivent aussi les enfants, et les personnes qui ont fait la sorcellerie aux parents peuvent aussi le refaire aux enfants. Donc, il y a un aspect héréditaire dans les maladies mystiques.
qui peut très bien expliquer l'aspect héréditaire de la, comment on appelle ça, de la drépanocytose, qu'il y a un aspect héréditaire, on va dire certain, mais pas clair.